À la base du mouvement du 5 octobre qui a engendré tant d'événements politiques, quel regard portons-nous sur la lutte telle qu'elle menait depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui? C'est la grande problématique de cette deuxième partie de cette émission. Je rappelle aux chers internautes que nous recevons Claude Ameganvi. Il est le secrétaire chargé de la coordination du Parti des travailleurs. C'est lui qui est toujours avec nous. Et on ouvre cette deuxième partie avec une question de Isidore. Oui, M. Claude Ameganvi, vous avez dit tout à l'heure dans votre développement que vous vous êtes retiré un peu de l'actualité de la scène politique. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que font vos amis de l'opposition? C'est pourquoi vous vous êtes retiré ou bien pour quelles raisons ce retrait? Oui, le retrait est l'expression d'un désaccord formel et profond avec eux. Bon, notre retrait vient de ce que, vous savez, bon, d'abord, pour bien comprendre sa signification, je dois vous informer, et ça c'est un devoir pour vos internautes, que en réalité, le premier regroupement de l'opposition togolaise qui s'est constitué en 1991, nous en avons été à l'origine. Bon, donc c'est autant dire que pour nous, que les forces se réclamant de la démocratie se mettent ensemble, nous avons toujours œuvré à ça. Et nous avons été partisans, nous l'avons toujours souhaité, nous nous sommes battus pour. En 1991, d'ailleurs à partir de 1990, lorsque les événements ont commencé, nous étions en exil à l'époque en France, et avec toutes les associations ou toutes les formations politiques qui n'avaient d'autre endroit pour s'exprimer qu'en exil, puisque la dictature régnait au Togo. Il y avait un régime de parti unique, donc aucune organisation autre que le RPT et ses ailes marchandes, qui étaient la CNTT et puis l'UNFT, toutes les autres associations du régime. Du fait qu'il n'y avait qu'elles qui existaient sur le terrain, c'est à l'extérieur que la vie politique du pays se menait. Et donc, dans ces conditions, lorsque le 5 octobre 90 a éclaté, les différentes associations de l'opposition qui se trouvaient en exil en France, se sont réunies, ont organisé des manifestations de solidarité avec ce qui se passait au pays et se sont regroupées en un front qu'on appelait le Front pour la démocratie au Togo, FDT. Bon, ce front a élaboré une plateforme sur la base de laquelle moi j'ai été mandaté pour revenir au Togo, prendre contact avec nos frères qui combattaient sur le terrain et apporter la solidarité de la diaspora, de ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora togolaise en France, et voir ce que nous pouvions faire ensemble pour que le combat du peuple togolais soit plus efficace. Bon, c'est dans cette discussion et au terme de cette discussion, qui n'a pas été tout à fait facile d'ailleurs, parce que lorsque nous sommes revenus et que nous avons commencé à prendre les premiers contacts, à la première réunion qui a eu, si ma mémoire est bonne, le 3 ou 4 mai, au restaurant La Pirogue, certains de ces acteurs qui aujourd'hui apparaissent clairement comme étant les sous-marins de la dictature au sein des forces démocratiques, mais se sont violemment attaqués à nous en disant grossièrement qu'eux, ils avaient combattu sur le terrain et nous venions comme si nous leur demandions de nous dérouler la natte pour qu'on se couche dessus. Alors que c'est eux qui avaient fait tout le boulot, c'est ça. Pour exprimer l'expression, pour employer l'expression vernaculaire en Mina, consacrée à ce type de situation. Eh bien, bon, quoi qu'il en soit, la jeunesse qui était présente à cette réunion a fini par imposer à ces caciques-là que le FDT, que le front de l'opposition togolaise soit constitué. Et je me rappelle de ce jeune qui, ce jour-là, avait menacé les Agboiboy, les vieux leaders politiques, que s'ils refusaient de constituer le front qu'on leur proposait, eux, jeunes, ils allaient constituer un parti pour que si on venait à organiser des élections par la suite, ils les battraient au cours de ces échéances-là. Or, comme c'est eux qui avaient fait le soulèvement du 5 octobre 1990 et qu'on connaissait leur dynamisme, ils ont eu tous peur, ils sont rentrés dans les rangs, on a constitué
le front de l'opposition, le collectif de l'opposition démocratique, Front de l'opposition démocratique, Code FOD. Mais ce n'était pour eux qu'une façon de reculer pour mieux sauter, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils ont tout fait pour dynamiter l'efficacité de ce front de l'intérieur. Bon, alors par la suite, il y a eu toutes les tentatives de regroupement divers et variés de l'opposition que nous avons eu depuis ce code FOD-là jusqu'au code 2, auquel nous n'avons pas fait partie, parce que nous avons estimé que le code 2 était un regroupement de trahison de la mémoire de Tavio, bon, après son assassinat en 1992. Et bon, jusqu'au CST et tout ce qu'il y a eu par la suite. Bon, maintenant, à la constitution de la coalition de la C14, là, ouais. Qui s'est constituée, bon, nous n'avons pas été consultés pour en faire partie. Ouais. Bon, et de toute façon, ce que nous expliquons, c'est que, en réalité, ceux qui constituaient la C14 savaient dès l'origine le projet qu'ils avaient, peut-être pas le PNP et TICPI lui-même, mais à l'analyse du bilan de l'évolution de la C14, on se rend compte aujourd'hui que chez l'écrasante majorité des formations politiques membres de la C14, ils savaient depuis l'origine qu'ils allaient tout faire pour dynamiter ce processus de l'intérieur en l'envoyant sur la voie de garage des dialogues politiques avec le régime. Et quel a été l'intérêt de le faire? Mais l'intérêt, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant. C'est-à-dire que c'est cette transformation du combat politique togolais en un fonds de commerce pour les intérêts personnels des dirigeants. C'est ce dont il s'agit. Et bon, TICPI Atchadam et le PNP intervenaient peut-être de manière tonitruante sur un terrain politique où des gens étaient confortablement assis et d'élection en élection, accompagner les mascarades électorales du régime de Fonya Singbe, bon, mais pour engranger bon, des sous au compte de leurs intérêts personnels. Est-ce que c'est ce qui vous a fait partie de la manifestation? Bien, on vous a plus vu dans les rues. Oui, non, je vous explique le processus d'abord. Et donc, c'était ça qui était à l'origine. Ouais. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les gens avaient clairement à l'esprit qu'ils allaient finalement aller au dialogue. Et connaissant, nous, notre position, puisque nous, à aucun de ces dialogues, depuis le début, nous n'avons pas participé. Nous n'avons participé. Y compris celui des accords du 12 juin qui ont permis d'arracher la conférence nationale. Enfin, qui ont permis d'obtenir, pas arracher. Parce que, en réalité, c'était contre le processus de la démission des Yadema que ce coup a été porté. Bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ayant toujours, nous, été contre ces dialogues où on va brader la lutte du peuple togolais, mais ceux qui se sont concertés, ou ceux à qui TICPI Atchadam et le PNP ont fait appel, bon, pour qu'ils constituent un regroupement pour relancer la lutte qu'ils avaient lancée le 19 août 2017, bon, sachant ou connaissant notre position et sachant que nous étions des empêcheurs de tourner en rond, bah, ont dû avoir mis sur la table le marché de nous tenir à l'écart du regroupement qu'ils allaient former. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ils l'ont constitué sans nous. Et donc, il n'y avait pas de raison que nous forcions à tout prix adhérer. Et vu cet ostracisme et cette exclusion dont nous avions été l'objet, et dont nous avions parfaitement conscience des enjeux politiques, aussi bien sur le moyen, le court, le moyen et le long terme, nous savions qu'il valait mieux pour nous mettre à l'écart et observer le développement des événements afin que les événements tranchent par eux-mêmes. Ceci ne nous a pas empêchés d'appeler dans un premier temps systématiquement à toutes les marches qui avaient été appelées pour protester contre la répression barbare et sanglante dont la marche du 19 août avait été l'objet, avait été victime à Lomé et surtout à Sokolé. Bon, et donc,
il y a tout un cycle de manifestations qui sont organisées depuis celle du 6 et 7 septembre 2017 jusqu'à celle du mois de novembre auquel nous avons participé, puisque celle-là avait pour objectif de demander clairement le retour à la Constitution de 1992 et sa mise en application immédiate, surtout dans ses effets impliquant le mandat du chef de l'État, c'est-à-dire cette histoire d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, qui impliquait automatiquement que Faure devait démissionner et ne pouvait plus prétendre abriguer la magistrature suprême au Togo. Et donc, du fait de l'expression de ce contenu, et rappelez-vous, le fameux discours fait par Jean-Pierre Fabre lors du rassemblement à Décon. Cette nuit-là, lorsque la marche s'est transformée en sitting au carrefour Décon, où Fabre lui-même a appelé à la démission de Faure, pour après se rallier à lancer aujourd'hui un appel à un nouveau dialogue avec lui. Vous voyez, c'est une politique totalement contradictoire auquel nous n'avons pas l'habitude d'adhérer. Et donc, devant une telle situation, alors, le 7 septembre 2017, on appelle à la démission de Faure, et quelque temps après, on commence à expliquer à la population que non, à partir de maintenant, les marches qu'on va organiser vont être pour obtenir un bon dialogue avec Faure Gnassingbé et non plus exiger sa démission comme cela avait été dit le 6 septembre, quelques semaines auparavant. Bon, nous, devant une telle trahison, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le caractériser, nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire parce que les dialogues, ce n'est pas notre tasse de thé. Qu'il n'était plus nécessaire que nous accompagnions cette revendication d'un dialogue-là. Et depuis, nous avons cessé d'appeler à participer à ces manifestations et nous avons cessé d'y participer physiquement et avec nos militants et tout. À vous entendre parler, monsieur Claude Ameganvi, on a l'impression que selon vous, il n'y a pas une personnalité ou bien un homme dans l'opposition en qui le peuple togolais peut avoir confiance. Malheureusement, non. Bon, vous voyez, quand on analyse les choses de près, dans tout ce lot-là, de quoi vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que, au début de la lutte, ceux en qui le peuple pouvait avoir confiance, véritablement, pour que sa lutte puisse déboucher, ont soit été contraints à l'exil comme moi, puisque dès la fin des institutions mises en place par la conférence, les institutions de transition mises en place par la conférence nationale en 1991, avec l'assaut sur la primature le 3 décembre 1991, pendant la semaine où les événements se sont développés, où le coup de force a eu lieu, un certain nombre d'entre nous étaient convoqués à l'état-major général des forces armées togolaises. Et chacun savait à l'époque le sort qui nous serait réservé si nous avions été pris. Et donc, à la suite de ça, nous sommes exilés et on s'est retrouvé avec Tavio en exil au Bénin. Lui est revenu et vous avez vu le sort qui lui a été réservé. Et donc, nous avions, pour notre part, compris à l'époque que la situation togolaise était devenue extrêmement dangereuse pour nous, qu'il valait mieux temporairement, pour un certain temps, nous mettre en retrait, en exil, pour que la lutte se réorganise à une autre étape pour que nous puissions revenir. Nous sommes revenus en 1997, avant l'élection présidentielle de 1998, qui s'annonçait comme étant pleine de dangers, si on a à l'esprit ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, où les affrontements politiques entre Lissouba et Sassou Nguesso ont finalement dégénéré en guerre, et ne souhaitant pas que ceci intervienne dans la situation togolaise, nous sommes rentrés pour appeler à un changement démocratique dans la paix. Bon, et ça a joué, puisque quand bien même en 1998, il y a eu la mascarade électorale et le coup de force qui s'en est suivi, alors que Gilles Olympio avait clairement gagné l'élection au vu au su de tous les journalistes de la presse étrangère qui étaient là. Yadema fait son coup de force pour se maintenir en place. Donc, je le dis ici, à l'époque, la génération de jeunes
responsables politiques que nous étions, Tavio Amorin et moi-même, en qui le peuple pouvait avoir confiance, ont été soit mis en exil, réduits à l'exil comme moi, ou assassinés comme Tavio. Pendant toute cette longue période, la plupart, dans les grandes formations politiques, ont accompagné. Parce que tout le monde était plus ou moins partisan des dialogues avec le régime d'Eyadema. Dès que vous êtes partisan de ce système de dialogue avec Eyadema, vous avez quoi? Vous avez derrière toute, disons, la pression diplomatique qui s'organise à travers les ambassades, et en particulier l'ambassade de France. Rappelez-vous ici d'un tristement célèbre ambassadeur qui s'appelait Bruno Delay, qui est devenu par la suite le monsieur Afrique de l'Élysée de Mitterrand. Donc, la place qu'il avait et le rôle qu'il a joué dans la situation togolaise, qui était d'un enjeu stratégique pour l'impérialisme français, était tel que on a reconnu ses qualités pour avoir trompé l'opposition togolaise à un tel point qu'il a mérité le fauteuil du chargé Afrique aux côtés du président François Mitterrand en France. C'est donc que le poids de la situation togolaise est d'une telle importance pour les intérêts de la France que ces acteurs dans la situation togolaise comptent pour beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, avec des acteurs de la sorte, de toutes ces pressions qui s'organisent à travers les ambassades et tout, eh bien, la plupart de nos responsables politiques n'ont pas tenu. Pourquoi? Parce que pour tous, généralement, ce sont des carriéristes. Ce sont des gens qui rêvent de faire carrière à travers la politique, c'est-à-dire d'être des messieurs tout le temps avec costume, cravate et tout, roulant dans de gros cylindrés 4x4, développant et déployant un train de vie qui n'a rien à voir avec celui du peuple, et pensant faire carrière. Et des gens comme ça, on les achète très facilement, et c'est ce qui a été fait. Moi je le dis, tous ont été achetés dans la situation. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, la plupart c'est tous des vendus, des pourris. De toute façon, c'est pas moi qui le dis. Rappelez-vous de toutes ces histoires des 30 millions qui circulent depuis et qui les a mis à nu. Vous en savez quelque chose, c'est ça? Mais les 30 millions, mais c'est le sommet de l'iceberg. Mais en dessous des 30 millions, combien de millions, de milliards ont circulé sur la table? On ne le saura jamais aujourd'hui. Mais je suis sûr que demain, lorsque ce régime va tomber, mais on va avoir des révélations qui vont ébahir tout le monde. C'est extraordinaire. C'est comme ça. Monsieur Claude Amengavi, êtes-vous de l'avis de ceux qui pensent qu'il faut changer la classe politique de l'opposition, cette opposition qui a mené la lutte pendant 30 ans sans rien obtenir? Est-ce qu'il faut changer pour favoriser l'émergence de nouvelles têtes? Moi, je ne pose pas les questions en ces termes. Ouais. Pourquoi? Parce que, d'abord et avant tout, moi je fais toujours confiance au peuple. Ouais. Puisque il ne faut pas penser que le peuple togolais est un peuple idiot. Il voit, il analyse, il comprend les choses. Aujourd'hui, le peuple sait, après cette expérience de 30 ans de lutte qui ont été systématiquement conduits à l'impasse, que lui, peuple togolais, a un problème avec la direction politique incarnée par cette classe d'opposants, entre guillemets, de démocrates pourris. Ça, le peuple a compris. Ce qui fait que lorsque vous discutez aujourd'hui avec les populations, ce que tout le monde dit, c'est que maintenant, il faut que ce soit le peuple lui-même qui règle ses propres problèmes et qui s'occupe de ses affaires par lui-même. Qu'il ne faut plus compter sur un opposant, etc. Que lorsqu'ils commenceront, s'il leur plaît de voir quelqu'un qui pourra faire leur affaire, ils aviseront à ce moment-là. Mais la tendance aujourd'hui est générale partout, et ce n'est pas une tendance seulement togolaise, c'est une tendance générale et mondiale. Parce que regardez ce qui se passe en France avec le mouvement des Gilets jaunes, qui est l'expression, disons, d'un discrédit de la classe politique française. Avec l'effondrement du Parti socialiste qui est aujourd'hui réduit à une expression nulle, qui n'existe plus sur le plan électoral, alors que c'était le grand parti. Moi, j'étais en France en 1981, lorsque Mitterrand a pris le pouvoir. J'ai même fait à l'époque campagne pour son élection contre les Giscard d'Estaing et autres. Eh bien, le Parti socialiste, le grand Parti socialiste de l'époque, qu'on a vu avec des centaines de milliers de militants encartés, est réduit aujourd'hui à une peau de chagrin. C'est plus rien. Le parti a fondu. Et c'est ça les retournements de l'histoire.
Bon, si vous ramenez ça à la situation togolaise, mais vous serez étonné de ce que des partis aujourd'hui qui font le gros dos en disant qu'ils sont les gros partis, chefs de file de l'opposition, etc. et tout, mais demain ils vont redevenir zéro dans la situation togolaise lorsque le peuple aura compris le rôle qu'il joue dans le maintien de ce régime. Mais comment ça va arriver, d'autant plus que le même peuple dont vous parlez, il y a des citoyens qui sont militants des partis et qui n'arrivent pas à se départir, à se démarquer de l'idéologie de leur parti. Non, le problème c'est qu'il y a ces retournements de l'histoire, mais qui démasquent et révèlent la réalité cachée des choses. Vous voyez? Et c'est toujours ce qui se passe. Et pour le Parti socialiste, c'est de ce dont je parlais. C'est-à-dire que, le malheur pour eux en France, c'est que le Parti socialiste a été au pouvoir, a eu l'expression, a eu une gestion, a géré le pouvoir et a permis aux populations de se rendre compte que mandatés pour servir les intérêts des travailleurs et des pauvres gens, ils ont fini par ne servir que les intérêts du grand capital. Bon, et à partir de là, comme ce n'était pas le mandat qui leur avait été confié, ils se sont totalement discrédités. Les populations ne leur ont plus fait confiance lors des dernières échéances électorales qui sont survenues. D'où l'effondrement du parti. Dans la situation togolaise, nous avons eu ce jeu pervers où, en réalité, au terme des échéances électorales qu'on a eues, que ce soit les présidentielles ou les législatives, et puis dernièrement, les locales. Mais les locales sont la merveilleuse expression de la collaboration de l'opposition avec la dynastie. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez, justement? Mais c'est qu'aujourd'hui, ils gèrent ensemble les mairies. Mais l'opposition a participé aux élections et a gagné. Mais il y a quelques événements qui ne trompent pas. Vous savez que dans beaucoup de circonscriptions électorales, les opposants ont voté pour l'UNIR, le RPT UNIR, y compris ceux de l'ANC. Et dans un premier temps, nos camarades, en guillemets, de l'ANC nous expliquaient que les diables, c'était ceux de la C14 qui avaient voté pour Agboka, etc., dans je ne sais plus trop quel... Golfe 2, je crois. Dans le Golfe 2, que c'était des traîtres, etc., et tout ça. Et puis quand on a sorti l'information disant que leurs militants avaient voté également pour le maire du RPT UNIR dans une autre circonscription électorale, ils avaient l'explication difficile. Et puis pour finir, ils nous ont tenu une grande conférence de presse pour nous expliquer que oui, ils n'ont pas suivi les consignes de leur parti, qu'ils allaient être sanctionnés, etc. Mais on vous a envoyé la photocopie de la sanction qu'ils ont eue? Mais pas encore. Donc vous ne le recevrez pas. Pour la simple raison que lorsque les gens sont pris la main dans le sac, il leur est difficile de s'exprimer par la suite. C'est de la même manière, rappelez-vous, lorsque l'histoire des 30 millions a commencé à circuler, nos amis de l'ANC nous ont expliqué que ça c'était beau, 30 millions, qu'est-ce que c'est rien du tout. Et certains même ont commencé à dire dans un premier temps qu'ils allaient porter plainte contre Fulbert Tissot qui avait dit qu'ils avaient pris de l'argent, etc. Mais par la suite, lorsque Goguet, certainement sur des incitations intéressées venant de je ne sais trop où, mais a fini par faire éclater la vérité en disant que oui, ils ont reçu les 30 millions, mais c'est pour organiser des manifestations. Oui. Mais vous avez vu encore une plainte? Rien. On vous a convoqué là au palais de justice pour que vous veniez voir ce procès contre un diffameur, un propagateur de fausses nouvelles. Mais c'est quand même incroyable qu'on fait de la politique un fonds de commerce. Oui, mais... Et pourtant, il y a des assassinats, des tueries, des exilés. Mais c'est ça qui est honteux, c'est ça qui est inacceptable dans la situation togolaise. Mais c'est ça qui est... Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, c'est ça qui est criminel. Parce que le nombre de morts dont le sang a été versé sur cette terre togolaise et qui est une ignominie parfaite, est passé par perte et profit par des gens mais qui ont sacrifié ces victimes-là. C'est proprement intolérable. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et donc moi je dis, ces gens-là, c'est des buveurs de sang, je ne sais pas trop quoi dire, puisque, ils savent que ce sang versé nous impose, nous, acteurs politiques, comme devoir d'être intraitables vis-à-vis de ce régime, de se battre jusqu'à le chasser, de les arrêter et de les juger
et de les punir pour les crimes, aussi bien politiques et économiques qu'ils ont commis contre le peuple togolais. Bon, alors que eux, ils collaborent avec ce régime, ils prennent de l'argent chez lui, effacent toutes les négociations, soit copain-copain avec eux, est quelque chose de totalement immoral, d'inadmissible. D'inadmissible. Et donc, lorsque la population aujourd'hui développe un mouvement où il dit objectivement qu'il faut se débarrasser de cette classe politique pourrie, mais elle a parfaitement raison. Et lorsque cette population elle-même cherche à reprendre le contrôle de sa propre lutte, nous disons bravo, en avant. Faisons comme ce que les Gilets jaunes font en France, faisons comme ce que le peuple algérien est en train de faire, faisons comme ce que le peuple soudanais a fait, mais sur le Soudan, l'issue là quand bien même nous avons beaucoup de réserves sur la manière dont ils ont solutionné l'affaire, mais tout ceci c'est pour dire que c'est le peuple lui-même qui doit reprendre en main le contrôle de sa propre vie. Mais que faut-il et que espérer? On va marquer une pause, on va revenir dans la troisième partie de cette émission et on va parler de la perspective, l'avenir de la politique togolaise, sans oublier qu'en 2020 c'est la présidentielle et déjà il y a des candidatures déclarées, annoncées. On va vous poser la question, quelle est votre lecture sur tous ces événements? On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la dernière partie de l'autre journal de cette semaine.